Aujourd'hui, dans notre jury balado, je vais m'entretenir avec Sophie Gagnon. Dans notre conversation, on va discuter de la présence des avocats dans les questions de violence à caractère sexuel et de violence conjugale, et surtout de comment l'information juridique, le savoir juridique, est un des besoins centraux des personnes victimes et survivantes. On va se pencher sur les mouvements sociaux des dernières années qui ont fait principalement ressortir cette pratique et de comment Jurypop s'est positionné à l'avant-plan de ce mouvement au Québec. Ce qu'on vous partage, c'est un petit bout de notre histoire organisationnelle, la genèse de l'expertise que Jurypop développe depuis maintenant plusieurs années. Nos jurys balados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violence conjugale et de violence à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Allô Sophie. Salut Justine. Ça va bien? Ça va super bien, ça me fait vraiment plaisir de parler de ça aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois présente avec nous pour notre premier jury balado. Sophie, tu es avocate, tu es directrice générale de Jurypop et accessoirement, tu adores la course à pied. Ah, c'est vrai, coupable. Moi, je veux qu'on discute de comment on a commencé chez Jurypop, d'une part, à s'intéresser au phénomène qu'est les besoins juridiques des personnes victimes survivantes de violences à caractère sexuel puis de violences conjugales, puis un peu comment on a tracé notre chemin jusqu'en 2022 à travers donc, ce que je nommais comme ce nouveau mouvement-là qui nous mène en fait à l'ère de rebâtir la confiance, donc depuis décembre dernier. Pour revenir en arrière, 2017, on est à la première vague, hashtag moi aussi. T'es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, c'est sûr qu'il faut un retour en arrière pour parler de tout ça. Donc, puis comme tu le dis, tout ça a commencé en 2017. Aux États-Unis, tout le monde se souvient des dénonciations concernant Harvey Weinstein. Puis au Québec, c'est Le Devoir et le 98.5 qui ont publié de manière très rapprochée des reportages sur Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Mm-hmm. Et le lendemain de la publication des reportages concernant Gilbert Rozon, chez Jurypop, on avait un message sur notre boîte vocale. Et c'était un message qui avait été laissé par une des victimes de Gilbert Rozon qui, après avoir parlé aux journalistes, se rendait compte que il y avait peut-être des implications juridiques à ce qu'elle était en train de faire, puis qu'elle n'y avait pas vraiment réfléchi, puis qu'elle savait pas où aller chercher de l'aide. Donc, elle connaissait Jurypop parce que, elle connaissait Jurypop. Alors, elle nous a laissé un message sur notre boîte vocale, puis c'est moi qui l'ai rappelé à l'époque. Puis on a fini par se parler longtemps, là, un bon 2 heures au téléphone. Elle avait énormément de questions. Quel genre de questions? En fait, c'est sûr qu'elle avait vraiment peur de la diffamation parce qu'elle s'attaquait à quelqu'un de connu. Et puis, elle n'avait pas encore porté plainte à la police. Elle savait pas si elle voulait le faire. Elle savait pas non plus si elle pouvait le faire pour plein de raisons particulières à sa situation. Puis après ça, elle se demandait, OK, la police, puis j'ai-tu d'autres recours que ça? Fait que bref, c'était comme vraiment, vraiment touffu, là. J'ai vraiment pris la peine avec elle de débroussailler quels étaient ses droits, quels étaient ses recours. Et puis, à la fin de ces 120 minutes là, et des poussières de conversation, elle me dit que le groupe de femmes qui a plus tard été connu sous la dénomination des Courageuses se rencontrait quelques jours plus tard, le vendredi, dans un endroit secret avec des intervenantes du CAVAC, du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal, et que elles aimeraient ça que je sois présente à titre d'avocate pour les renseigner sur leurs droits. Puis, il faut savoir que moi, à l'époque, Jurypop, on n'était pas spécialisé là, en violence à caractère sexuel. Je ne l'étais pas, moi non plus, dans le cadre de ma pratique. Je n'étais qu'une avocate civiliste généraliste. Mais le délai était si court que je me suis dit, je vais y aller, mais je vais peut-être seulement être une plante verte parce que je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans.
Et puis, finalement, pendant tout l'après-midi, toute la rencontre, j'ai quand même été en mesure, en tant qu'avocate plante verte, mais de répondre à une vaste majorité de leurs questions. Parce que pour nous, les juristes, leurs questions étaient quand même assez générales, à savoir quelle est la différence entre le droit civil et le droit criminel. Si mon histoire s'est déroulée il y a 40 ans, est-ce que je peux encore porter plainte? Pendant la rencontre, vraiment, là, toutes les femmes qui étaient là avaient beaucoup de questions à la fin. Elles m'ont donné des câlins parce que obtenir réponse à leurs questions juridiques, ça les soulageait. Oui. Ça les soulageait vraiment. Dans le fond, tu disais que c'est des questions de base auxquelles je pouvais répondre, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de petites questions quand on vit une si grande situation que celle de violence. Finalement, comme avocat, comme juriste, tu avais les outils pour répondre à ces questions-là. Puis c'est drôle parce que tu dis, peut-être que j'étais plante verte, mais probablement, puis corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais donc un savoir-être tout en humilité qui a permis probablement aussi de mieux répondre à leurs questions puis qui répondait à un des besoins dont on parle souvent pour les acteurs puis les intervenants qui œuvrent auprès des personnes victimes, c'est-à-dire cette humilité-là, ce pas de recul-là est nécessaire pour offrir un meilleur accompagnement, offrir un meilleur soutien juridique. C'est que moi, je vois que finalement, tu pensais que tu allais là peut-être avec pas nécessairement l'attitude appropriée d'une avocate, mais finalement, c'est la genèse du savoir-être dont on parle puis dont on parlera longuement dans les prochains jurys balado aussi. Oui, peut-être. C'est une bonne observation. Puis, en tout cas, c'est certain que mon intention, c'était Mon intention, c'était vraiment de les soutenir au meilleur de mes connaissances. Puis, en sortant de là... puis, il faut savoir qu'à l'époque, je pense que même Éducalois avait un peu, mais pas tant de contenu spécialisé sur les violences à caractère sexuel, sur les violences conjugales. Mm-hmm. Il y avait quelques sources d'informations juridiques, évidemment. Là, je pense à la QPV, l'Association québécoise plaidoyer victime, mais c'était des informations surtout concernant le processus criminel. Alors que moi, ce que j'entendais, c'était un besoin de comprendre la différence entre les nombreux recours auxquels les personnes victimes et les survivantes ont droit. Puis à l'époque, quand on allait sur Google, on cherchait violence sexuelle recours, bien, on tombait sur des sites en France, en Belgique, puis au Québec, on n'était même pas certain que le droit était à jour. Donc, bref, les recours étaient nombreux, étaient complexes. Puis pour quelqu'un, entre avocate, on appelle ça des profanes, là, oui. Les gens qui n'ont pas étudié en droit. Mais pour des profanes, c'était vraiment difficile de s'y retrouver. Puis en plus, on est à la recherche de cette information-là alors qu'on retourne dans des souvenirs qui sont traumatisants, qui sont violents, qu'on enfouit, qui sont parfois nébuleux, dont on a parlé avec peu de personnes. Donc, bref, encore une fois, la complexité puis le nombre des recours, bien, ça ajoute au stress des personnes victimes et des survivantes. Donc, la fameuse rencontre, était un vendredi. Puis en sortant de là, pour moi, c'était évident là, qu'il y avait un besoin pour que des avocats, des avocates jouent un rôle là, dans le mouvement, moi aussi. Et puis, donc, pendant les jours qui ont suivi, chez Juripop, on a travaillé étroitement avec le CAVAC de Montréal, qui, à son tour, est allé chercher là, ultra rapidement à activer tout le réseau d'organisations qui se spécialisent en violence à caractère sexuel, incluant auprès des hommes victimes, faut le rappeler. Oui. Puis de notre côté, chez Juripop, on est allé chercher énormément de juristes bénévoles. Et le mouvement, moi aussi, on se rappelle que ça a frappé d'abord le milieu de la culture. Donc, on était aussi épaulés par des associations professionnelles du milieu de la culture, dont l'Union des artistes, l'Actis, l'UDA. Et puis, donc, on était comme vraiment plusieurs organisations à vouloir mettre la main à la pâte. Et la semaine suivante, donc là, je suis rendue à 10 jours après les reportages concernant Gilbert Rozon. 10 jours plus tard, pendant 2 journées, on était au bureau du CAVAC de Montréal et on offrait des cliniques juridiques et sociales. Donc, toutes les personnes victimes et survivantes qui le souhaitaient pouvaient se présenter au bureau du CAVAC de Montréal pour rencontrer à la fois, en même temps ou successivement, une intervenante et un avocat ou une avocate.
pour trouver réponse à ces questions juridiques tout en recevant de l'accompagnement. Donc, on avait des avocates dans tous les domaines de droit, en droit criminel, en droit civil, en droit du travail. Puis, je dirais que c'est vraiment ces événements-là, les gens faisaient la file devant les bureaux du CAVAC de Montréal. Je me souviens même très clairement, il y a un enquêteur qui était venu prendre sur place une déposition, la déclaration d'une personne victime qui voulait porter plainte. Puis en sortant de là, vraiment, on voyait qu'on avait mis le doigt sur un besoin, à savoir de fournir de l'accompagnement juridique par des avocats, des avocates, puis qui dépassait le droit criminel. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'organisations qui, sans être peuplées de juristes, connaissent sur le bout de leurs doigts le système de justice criminelle. Je pense au CAVAC, au CALAX. Mais ce qui manquait, c'était vraiment des juristes qui étaient en mesure de distinguer parmi les nombreux recours à l'extérieur du droit criminel. Puis à partir de là, ça a été un feu roulant là, de projets, d'initiatives avec toujours le même objectif, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le droit pour répondre aux besoins de justice, aux besoins de réparation des personnes victimes et des survivantes. Puis comment on peut le faire à l'intersection de l'intervention psychosociale aussi, comment le faire moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez... Chacun travaillait dans son carré de sable aussi, en multidisciplinarité, puis ça permet et à l'intervenant et à l'avocat d'être au meilleur de ses capacités professionnelles aussi. Puis c'était en 2017, donc 5 ans plus tard, c'était assez impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru, puis les mandats qui ont été confiés à Jury Pop par la suite. Oui, puis c'est clair que je pense que rapidement, c'était évident là, que les avocats, les avocates, notre place n'était pas sur la première ligne. Nos connaissances sont théoriques, sont intellectuelles. On n'est pas outillés là, pour intervenir. Puis il y a des personnes qui le font bien mieux que nous. Puis c'est un réseau qui s'est construit il y a des décennies. Mais il y avait vraiment un besoin pour des avocats, des avocates spécialisés là, puis qui allaient travailler en complémentarité puis en multidisciplinarité, effectivement. Tu as mentionné, Sophie, qu'après, c'est un feu roulant parce qu'il s'est passé plein de belles choses, et pour Jury Pop et pour le milieu juridique aussi, après ces cliniques juridiques, puis l'implication des intervenants du milieu de la culture aussi. Oui, bien, c'est vraiment... c'est grâce au milieu de la culture là, que les services de Jury Pop en violence à caractère sexuel et en violence éventuellement conjugale ont vu le jour, parce que les associations professionnelles qui ont organisé à nos côtés ces fameuses cliniques juridiques et sociales ont constaté, tout comme nous, là, l'impact, la pertinence de ces services-là. Et le milieu de la culture cherchait une réponse à donner pour éradiquer le harcèlement dans leur industrie, mais aussi pour soutenir les personnes victimes et les survivantes. Donc, le milieu de la culture a pris différentes actions, ont émis une déclaration, ont entrepris de réaliser des formations, mais voulaient aussi mettre en place un guichet unique de services juridiques indépendants, confidentiels, ou diriger les dizaines de personnes qui appelaient qui sonnaient là, à la porte de l'UDA, de la Guilde des musiciens, de l'Union des écrivains. Je les nomme, là, il y en avait une quarantaine. Ouais. Donc, c'est une quarantaine d'organisations qui a obtenu un financement discrétionnaire de la ministre de la Culture de l'époque, Marie Montpetit, et une partie de ce financement-là a servi à mettre en place l'Aparté. Donc, l'Aparté existe toujours à ce jour. C'est un projet de Jury Pop. Et la mission de l'Aparté, c'est d'accompagner, de conseiller, de soutenir les personnes qui sont victimes ou qui sont témoins de harcèlement sexuel ou psychologique dans le milieu de la culture. Et puis, l'Aparté, on a reçu le mandat. Là, on est rendu en mars 2018. On a comme lancé ça au courant de l'été. Puis, moi, je me souviens très clairement que dès vraiment les premières journées, les premières semaines d'opération de l'Aparté, on avait des appels super déchirants à faire parce que
il y avait une personne sur 5, là, grosso modo, qui venait nous voir, mais qui provenait pas du milieu de la culture. Puis là, je parle pas des gens qui étaient aux périphéries de l'industrie, mais on avait des cols blancs, des infirmières, des professeurs. Milieu de la construction aussi. Oui, tu as raison, milieu de la construction, c'était super diversifié. On dit souvent qu'il n'y a pas un profil de personne victime ou de survivante, on le voyait. Donc, bon, nous, notre mandat étant limité au milieu de la culture, on ne pouvait pas répondre à ces personnes-là, mais très rapidement, on a constaté qu'il y avait un besoin pour ces services-là qui dépassaient le milieu de la culture. La Partie a toujours travaillé en partenariat avec des organisations qui offraient du soutien psychosocial. Entre autres, on travaille encore beaucoup avec le GEST. Et puis, encore une fois, pour les personnes qui avaient des besoins en matière de droit criminel, il existait des ressources, là, dont les CAVAC, les CALAX, puis selon les régions, des ressources plus spécialisées. Mais il n'existait pas d'endroit où on pouvait parler à un avocat ou une avocate gratuitement pour obtenir du conseil, puis pas juste de l'information, mais vraiment du conseil, du soutien et de l'accompagnement dans plusieurs domaines de droit. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ben nous, on a quand même essayé, tu nous connais chez Juripop, de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment avec peu de moyens. Hein? Alors, on a mis en place la caravane Moi aussi, qu'on a appelée. Oui. Alors, la caravane, Moi aussi, on l'a réalisée en partenariat avec le réseau des CAVAC et avec le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, donc les avocats qui représentent l'État dans le cadre de poursuites criminelles et pénales. Et puis, la caravane, Moi aussi, c'était une tournée du Québec où on répliquait les cliniques juridiques et sociales qu'on avait faites à l'automne 2017. Donc, on avait prévu une vingtaine de prestations dans plusieurs régions du Québec. Où les personnes victimes, les survivantes de la région concernée, pouvaient rencontrer des avocats, des avocates et des intervenants, évidemment. Mais c'était pas quelque chose qui était périn, là. C'était vraiment... fallait être présent au moment de la prestation. Mais ça a été une de nos idées, là, une de nos initiatives en marge de la partie qu'on a mis en place pour répondre aux besoins de ces... Toutes les autres personnes. Exactement, oui. Donc, il y a le milieu de la culture qui se mobilise, puis... En marge du milieu de la culture, il se passe quoi socialement? Est-ce que c'est au même moment que le comité transpartisan prend forme pour s'intéresser à la question des violences à caractère sexuel puis des violences conjugales? Et puis là, on doit revenir en arrière, mais c'était effervescent à ce moment-là. Tout le monde a commencé à en parler aussi. Tout le monde voulait offrir une réponse. Qu'est-ce qui a été la première réponse du gouvernement? C'était le comité transpartisan. Oui, bien, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, le mouvement, Moi aussi, ou comme n'importe quel... Ça aurait pu être réduit à un événement d'actualité dont on parle pendant comme une dizaine de jours. Bien, comme par ailleurs, les mouvements, par le passé, l'avaient été. Quand je pense au mouvement Agression non dénoncée qu'il y a eu en 2014, on en a parlé, mais ça n'a pas eu... C'est sûr que ça a contribué là, à acheter les bases de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais on n'en a pas parlé autant. Puis le mouvement, Moi aussi, pour plein de raisons, c'est ça, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des plaintes à la police, des dossiers qui ont été... des accusations qui ont été portées, dans certains cas qui n'en ont pas eu. Et puis, le gouvernement, manifestement, était interpellé. Là. La société souhaitait que nos décideurs agissent. Et puis, le gouvernement a mis en place un comité transpartisan, comme tu l'indiques, là, qui était composé de représentantes de chacune des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Puis le mandat du comité partisan, c'était de se concerter pour déterminer quelle devait être la réponse gouvernementale à ces besoins sociaux-là. Et le comité transpartisan a à son tour mandaté un comité d'expertes, donc vraiment des professionnels terrain, du milieu universitaire, des organismes dont on parle depuis le début, puis a demandé à ce comité-là de formuler des recommandations pour améliorer l'accès à la justice des personnes victimes et survivantes, dans un premier temps de violences à caractère sexuel et éventuellement de violences conjugales. Puis c'est pendant les travaux de ce comité-là que Juripop, on a reçu vraiment un mandat super structurant là, de la part du comité. Ce mandat qui était un projet pilote et qui est finalement donc la genèse de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant
le projet Rebâtir de la Commission des services juridiques. Donc, on est en 2019, au moment où Jury-Pop reçoit le mandat du projet pilote. Oui, alors l'intention, assez rapidement, donc un des premiers constats du comité d'expertes, ben, c'était le même que le nôtre, à savoir le Québec doit se doter d'un endroit où les personnes victimes et les survivantes peuvent parler de manière sécuritaire à des avocats, des avocates spécialisés en violence sexuelle et en violence... à l'époque, on parlait de violence sexuelle strictement. Et Jury-Pop, ben, on avait déjà... on était déjà en train d'opérer l'aparté. On avait un programme similaire en matière de harcèlement au travail, ce qui fait en sorte que le comité transpartisan nous a confié le privilège de lancer puis d'opérer un projet pilote qui devait servir à tester. Là, on avait comme toute cette idée-là. Les personnes victimes, les survivantes ont besoin de parler à des avocats, des avocates. Mais on parle de deniers publics, alors il fallait bien le tester, l'évaluer. Alors, on a lancé chez Jury-Pop ces services-là donc en juin 2020 qui permettaient aux personnes d'être mis en contact avec un avocat ou une avocate, puis de parler en toute sécurité, toute confidentialité, obtenir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit et d'être accompagné dans ces démarches pour faire valoir ses droits si la personne décidait de faire appel au système de justice. À quelques reprises, tu l'as mentionné, dans tous les domaines de droit, puis de l'importance justement de prendre en compte tous ces domaines de droit-là puis tous les recours possibles. Mais on n'a pas nécessairement expliqué pourquoi c'est si important. Qu'est-ce qui fait qu'on va mieux répondre ou qu'est-ce qui fait qu'on répond mieux aux besoins des personnes victimes lorsqu'elle a la connaissance de toutes ces informations juridiques-là? Oui, tu fais bien de double-cliquer sur cette expression-là parce que je pense que en tout cas, c'est vraiment au cœur là, de notre approche chez Jury-Pop. C'est parce que les avocats, les avocates, on travaille, notre cerveau, il fonctionne comme en silo. Hein. Toi, Justine, tu es une avocate à la base de droit de la famille. Oui. Moi, je suis une avocate de droit civil. Si une personne, disons une victime de violence conjugale, vient te voir puis te parle de son histoire, toi, tu vas penser à sa séparation, à la garde de ses enfants. Si elle vient me voir moi, ben je vais penser à des poursuites en dommages-intérêts qu'elle peut faire. Donc, je te dirais que notre réflexe comme avocat, comme avocate, c'est vraiment de se positionner en fonction de notre expertise, de notre discipline, puis de proposer une réponse juridique à la personne en fonction, pas nécessairement de ses besoins, mais en fonction de nos connaissances à nous. Alors que pour la personne, pour l'humaine avec qui on travaille, bien, c'est pas une situation de droit de la famille ou de droit civil. C'est une situation de violence conjugale. Puis de là découlent des besoins. Ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être des besoins de compensation. Tu sais, il y a plein de types de besoins qui peuvent émerger de ça. Donc, nous, ce qu'on tente de faire chez Jury-Pop, bien, c'est de traduire les besoins, de trouver les réponses que le droit amène aux besoins de la personne. Puis des fois, ça peut faire appel à plusieurs domaines de droit. Donc, si quelqu'un vit une situation de violence à caractère sexuel, puis elle veut s'assurer que l'agresseur allégué ne recommence plus, mais elle a aussi subi des préjudices importants. Elle a perdu son emploi, elle n'est plus capable, elle a dû consulter, elle n'a pas pu être en rapport intime pour le restant de sa vie. Bien, ça a une valeur monétaire. Puis si elle veut obtenir compensation, bien là, donc, selon les besoins que moi j'ai identifiés, ce serait une plainte à la police et une plainte en droit civil. Puis là, je vais assez grossièrement. Oui. Mais bref, pour une seule et même situation, peut faire appel à plusieurs recours dans différents domaines de droit. Puis nous, ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est que la personne entreprenne les recours juridiques qui répondent à ses besoins parce que malheureusement, souvent, la confiance envers le système de justice va être brisée quand la personne est dirigée abruptement vers des réponses juridiques qui, au final, ne correspondent pas à ses besoins. Donc, elle est déçue parce que ses attentes n'étaient pas en adéquation avec ce que le système peut lui offrir. Puis, je vais conclure ma réponse en disant que des fois, des réponses juridiques, il n'y en a pas. Le droit n'a pas réponse à tout. Tu sais, si la personne a besoin d'excuses, puis souvent, c'est ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais ça, malheureusement, là, en 2022, le droit au Québec, offrir des excuses à une personne victime, c'est encore bien compliqué. Donc, je pense qu'on parlait d'humilité en intro, mais ça fait aussi vraiment partie de nos valeurs de reconnaître les limites de notre profession, là. Tu faisais mention que nos connaissances vont guider parfois
les avis juridiques, finalement, qu'on va donner, mais nos connaissances ne correspondent pas nécessairement aux besoins de réparation non plus. Ce ne sont pas nécessairement ces connaissances-là qui vont réparer puis qui vont venir valider le vécu de la personne survivante. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important à déconstruire. Puis je trouve que je vais dire pour moi, je vais pas parler pour mes consoeurs, mes confrères, mais ça peut être difficile de déconstruire cette connaissance-là parce qu'on l'a acquise, on en est fiers, on l'a pratiquée pendant plusieurs années, puis ça peut être confrontant de voir que finalement, on avait cette connaissance, on avait cette possibilité, ou inversement, on l'a pas, puis on réussit pas on n'a pas une réussite au bout du compte pour la personne victime parce que c'est pas le choix dont elle rêvait ou qu'elle espérait. Puis juste d'avoir ce pas de recul-là peut faire une énorme différence pour la personne qu'on tente d'aider. Donc, je suis bien contente qu'on ait double-cliqué parce que il faut comprendre pourquoi on parle de tous les domaines de droit, puis pourquoi c'est si important de ne pas uniquement se concentrer sur le droit criminel et pourquoi le système de justice a besoin d'une refonte en matière de violence sexuelle puis de violence conjugale aussi. Oui, puis un autre concept qui est central à la conversation qu'on vient d'avoir, c'est celui de l'autonomie. Oui. Donc, nous, notre prémisse, c'est que les personnes victimes, les survivantes, ben sont les mieux placées pour comprendre, pour savoir ce dont elles ont besoin et tout ce qui leur manque pour prendre les décisions, c'est de l'information. Ouais. Puis nous, notre rôle comme avocat, comme avocate, c'est de leur fournir l'information, leur fournir les conseils, mais jamais de les forcer ou de les encourager à porter plainte ou à faire des démarches quelconques. Donc, vraiment, on se voit comme des agents d'autonomisation, puis on utilise le conseil juridique pour redonner confiance, redonner pouvoir aux personnes victimes et aux survivantes. Avec le projet pilote, donc, dont on a eu le mandat en 2019, les services ont été lancés en juin 2020, en plein cœur de la première vague, la pandémie. Et ça a aussi été une autre vague de dénonciation. Donc, il y a un autre hashtag, moi aussi. C'était fin juin, début juillet. Mes souvenirs sont vague, mais il faisait très chaud. Ça, je m'en rappelle. Puis, on recevait, corrige-moi si je me trompe, un appel aux 20 minutes pendant nos heures d'ouverture, finalement. Oui, puis à l'époque, on était ouvert de 8 h le matin à 8 h le soir. C'est vrai? Oui, parce que c'est ça, dans un souci d'accessibilité, c'était ouvert à l'extérieur des heures normales de travail. Puis, donc, 12 heures par jour, il y avait une personne qui nous appelait à toutes les 20 minutes. C'était au début du mois de juillet, comme tu dis, moins d'1 mois après le lancement de nos services. C'est un mouvement qui a commencé sur Instagram, des jeunes qui dénonçaient, encore une fois, là, c'est le milieu de la culture qui a été frappé de plein fouet d'abord par ce mouvement-là. Puis contrairement au mouvement, moi aussi, où là, le message était d'exprimer, de rendre visible la quantité et la prévalence des violences à caractère sexuel. La vague de dénonciation, le nom le dit. Là, on voulait vraiment dénoncer. Donc, ça a commencé par les réseaux sociaux. On identifiait souvent par son nom une personne qui nous avait agressés par le passé. Rapidement, il y a eu des sites, des pages qui ont été mis en place qui servaient un peu d'agrégateurs, là, puis qui dénonçaient des listes de personnes agresseuses alléguées. Et puis, ça s'est passé excessivement rapidement. Puis, en fait, c'est qu'en dénonçant comme ça, il y avait des conséquences juridiques. Puis c'est pour ça là, que notre service avait été excessivement sollicité. Donc, on recevait des appels de personnes il y avait une pluie là, de mise en demeure, vraiment, des jeunes qui avaient dénoncé sur Instagram. Il y a des parents qui nous appelaient parce que leur jeune du secondaire avait reçu une mise en demeure de la part d'un avocat du centre-ville, se faisait réclamer des centaines de milliers de dollars pour atteinte à la réputation. D'autres fois, il y a des gens qui venaient nous voir en amont avant de dénoncer, qui se disaient, moi, j'aimerais ça dénoncer, mais justement, je veux pas recevoir une lettre de mise en demeure. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Puis encore une fois, dans un souci d'autonomisation. Puis là, je pense que la voix de Juripop se distinguait peut-être un peu de celle de la communauté juridique parce que notre rôle, ce n'était pas
évidemment pas d'encourager, mais ce n'était pas nécessairement de décourager ou d'empêcher non plus. On se disait, ben on va fournir les informations puis les conseils juridiques et ensuite, ce sera aux personnes de décider si elles souhaitent partager leur vécu sur les plateformes comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Nos services ont été vraiment, vraiment sollicités pendant ces semaines-là. Là. Lorsque la courageuse t'a contacté en 2017 parce que, suivant son appel ou en fait sa discussion avec un journaliste, elle se posait des questions reliées à son éventuelle dénonciation publique, finalement, 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, il s'est passé la même chose, mais exposant je sais pas combien, mais finalement, les gens se retrouvaient avec des conséquences juridiques d'un acte qui se voulait réparateur. Je pense que ça a mis en lumière un des besoins qui était peut-être aussi un angle mort. Il y a tous les besoins qui ont besoin d'être répondus suivant la violence vécue, mais si on a un besoin de réparation, puis ce besoin-là passe par les médias sociaux, passe par les médias traditionnels, ça encourt aussi des enjeux juridiques. Puis les personnes victimes ont un besoin de réponse par rapport à ça. Je trouve que c'est important qu'il y ait des acteurs du système aussi qui en parlent parce que ça fait partie du processus de réparation à quelque part, bien que qu'il puisse y avoir des conséquences finalement pour les personnes qui dénoncent. Oui, puis moi, je trouve qu'on a beaucoup opposé le mouvement de dénonciation au système de justice. On disait, bon, ben c'est le tribunal de l'opinion populaire contre le tribunal judiciaire. C'est en partie vrai, mais je crois qu'il faut vraiment avoir l'humilité de reconnaître que les mouvements sociaux comme ça alimentent et nourrissent les réflexions sur le système de justice. Si, en 2022, on parle encore du mouvement Moi aussi, de la vague de dénonciation, si nous, comme organisation Jury Pop, on a les ressources pour offrir ces services-là, bien, c'est d'abord parce que des personnes militantes ont pris la rue, ont pris les réseaux sociaux pour s'exprimer. Puis sans ces revendications-là, bien, il n'y aurait pas de pression pour que le système de justice s'améliore. Et par ailleurs, il y a des personnes qui dénonçaient sur les réseaux sociaux parce que d'une part, il y avait une crise de confiance évidente à l'endroit du système de justice, mais d'autre part, parce qu'il y a des besoins auxquels le système de justice ne répond pas et ne répondra jamais. Puis c'est correct. Oui, c'est ça. Entre autres, la vague de dénonciation, moi, j'entendais une dénonciation, évidemment, à l'égard de l'agresseur allégué, mais aussi à l'égard de l'écosystème puis de l'environnement, que ce soit la famille, les collègues, les amis, l'école, qui a permis que des violences sexuelles existent en toute impunité. Au moment où on enregistre ce balado-là, ben, on est en plein scandale de Hockey Canada. Puis ça, c'est un exemple où c'est intéressant, c'est l'institution, c'est Hockey Canada qui est scruté à la loupe, pas seulement les joueurs qui ont commis le viol collectif. Puis dans la vague de dénonciation, on réclamait aussi la fin de l'impunité sociale. On voulait une responsabilisation de la part des organisations, des institutions, des témoins des violences à caractère sexuel. Puis tu le sais comme moi que le système de justice, on a un système de justice qui est libéral, qui est individuel. C'est une personne qui a subi un tort qui poursuit la personne qui a commis directement le tort, mais tu n'auras pas de lien de droit, tu auras rarement des recours contre les institutions ou les gens qui ont participé indirectement. Puis pour avoir une imputabilité sociétale, bien, ça prend des mouvements sociaux comme ça. Parce c'est une chose de parler au système de justice, c'est une autre chose de parler au système, puis à tous les alliés du système, puis à tous les alliés de la société. Puis à la société, carrément. Qu'on s'est rendu compte, c'est que le système de justice, il y avait des enjeux, mais ceux qui se disaient alliés en avaient peut-être eux aussi. Donc, la formation, la sensibilisation, quand on en parle, c'est pas simplement... On est des avocates, mais c'est pas simplement pour le système de justice, au contraire. On a la vague de dénonciation, on ouvre énormément de dossiers. Je vais dire un chiffre que je sais qui est presque juste, mais si je me souviens bien, on a ouvert dans une très courte période de temps entre 400 et 500 dossiers. Et puis, il nous restait par ailleurs que quelques mois
de vie au projet pilote parce que c'était de très courte durée. C'est ce mandat qui nous était confié et qui est devenu, comme je le disais tantôt, un projet qui a été repris en partie par la Commission des services juridiques. Et puis, aujourd'hui, quelle a été la réponse, en fait, puis juste brièvement, du système de justice pour finalement venir répondre à ce besoin qu'on a constaté parce que ce que le projet pilote nous a démontré, c'est qu'il y avait effectivement un besoin qui dépassait aussi les vagues de dénonciation, parce qu'on peut penser quand il y a des vagues comme ça que c'est gelé, c'est des certaines périodes, puis c'est un mouvement qui va s'arrêter, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, qu'est-ce qui est offert aux personnes victimes aujourd'hui? Alors, parallèlement au projet pilote de Jury Pop, le comité d'expertes menait ses travaux. Puis, en décembre 2020 est paru le rapport Rebâtir la confiance avec, j'oublie, mais 90 quelques recommandations, je crois. Et puis, l'une de ces recommandations-là, c'est de fournir 4 heures de conseils juridiques gratuits. 190 recommandations. 190, oui. Merci. Plus 100. Donc, de fournir 4 heures de conseils juridiques gratuits dans tous les domaines de droit aux personnes victimes de violences à caractère sexuel et conjugal. Donc, nous, les services qui étaient offerts par Jury Pop allaient au-delà du 4 heures. Là, on offrait du soutien, de l'accompagnement, mais le cœur est elle-même, à savoir qu'il y a des avocats dédiés aux personnes victimes et aux survivantes. Et donc, nous, on a fait mener une étude d'évaluation d'impact par l'Université McGill qui est venue appuyer le besoin qu'on constatait. Et le gouvernement a décidé de pérenniser ce service-là en donnant suite directement à la recommandation du rapport Rebâtir la confiance. Et c'est nos amis de la Commission des services juridiques qui ont été mandatés pour piloter ce service-là et qui ont lancé en septembre 2021 le programme Rebâtir là, avec lequel on continue de collaborer aujourd'hui. Puis aujourd'hui, Jury Pop continue de travailler puis d'avoir des mandats en violence à caractère sexuel puis en violence conjugale, bien qu'il y ait une partie de ce qu'on faisait autrefois qui est maintenant offert par la Commission des services juridiques. Puis qu'est-ce que sont ces mandats? Bon, alors, depuis le début, on parle beaucoup des besoins de conseils juridiques, d'aiguillage, de soutien. Mais au fil du temps, on a aussi découvert qu'il y avait plusieurs autres obstacles là, qui continuaient de parsemer la route des personnes qui souhaitaient obtenir justice en matière de violence à caractère sexuel et de violence conjugale. Puis là, je parle des obstacles. Vraiment, une fois qu'on a décidé de faire valoir nos droits, qu'on est rendu entre les 4 murs d'un palais de justice, la manière dont le droit est administré, la manière dont les lois sont écrites, dont les recours sont construits, tout ça, ça n'a pas vraiment été pensé, ça n'a pas vraiment été arrimé aux besoins des personnes victimes et des survivantes. Puis ça explique une partie de la crise de confiance à l'égard des tribunaux. Je donne un exemple. Pour une personne qui a vécu une violence à caractère sexuel, c'est un événement qui est excessivement... en plus d'être traumatisant, qui est excessivement intime. Beaucoup plus que si toi et moi, on a un contrat que je ne respecte pas et que tu souhaites me poursuivre. J'aimerais pas ça, là, être traîné devant les tribunaux puis que la justice soit publique, mais je vais m'en remettre. Alors que si on parle d'une violence à caractère sexuel, ben non seulement est-ce que dénoncer, c'est difficile, mais si on poursuit en matière civile, ben un principe cardinal de l'administration de la justice civile, c'est que les débats sont publics, que l'identité des parties est publique. Que les médias peuvent accéder aux décisions, aux procès. La question de l'accessibilité de l'identité est clairement un frein, un obstacle d'accès à la justice pour les personnes victimes et les survivantes. Il y a eu quelques dossiers où on a tenté d'obtenir l'anonymat ou du moins une confidentialité relative des parties à une poursuite civile en matière de violence sexuelle. Ça a été accueilli à degré variable par les juges. Puis, moi, si j'avais à conseiller une personne aujourd'hui, je lui dirais, on va essayer, mais je peux vraiment pas te garantir que ton identité va être gardée confidentielle. Puis, ne serait-ce que l'incertitude de la réponse que je viens de donner est un obstacle d'accès à la justice évident. Donc, bref, des obstacles comme, là, j'en ai nommé un, mais il y en a facilement quelques dizaines, des problèmes qui sont récurrents. Et nous, chez Jury Pop, et les autres avocates qui pratiquent dans ces domaines de droit-là, on voyait ces obstacles-là, puis on se disait, il faut que les choses changent. Et donc, on a obtenu de la part du ministre de la Justice
le mandat dans un premier temps, de documenter ces obstacles d'accès à la justice civile-là et dans un deuxième temps, de tester des pratiques juridiques innovantes pour surmonter les obstacles. Donc, par exemple, dans le cas de figure que je viens de résumer, ça pourrait être de tenter d'obtenir des ordonnances de confidentialité, de les plaider différemment pour éventuellement faire jurisprudence, c'est-à-dire de créer une règle de droit là, qui ferait suite à une décision rendue par un tribunal, tant en violence à caractère sexuel qu'en violence conjugale. Donc, aujourd'hui, on a une équipe d'avocats, d'avocates spécialisés qui ne travaillent pas en droit criminel, je le précise, mais vraiment, on travaille en droit civil et en droit administratif. Et puis, on représente un échantillon de personnes victimes, de survivantes. On fait valoir leurs droits devant les tribunaux. Puis, à travers ça, c'est vraiment comme un laboratoire de pratiques sociales, mais dans le milieu de la justice. Puis, notre espoir, c'est que on soit en mesure de changer vraiment le système de justice de l'intérieur en plaidant différemment, en faisant avancer le droit pour que dans quelques années, ben ce dont on se parle aujourd'hui, ce soit chose du passé. Là. Et où, en fait, si on n'y arrive pas parce qu'il n'est pas dit qu'on obtiendra, bien, au moins, on aura la démonstration qu'on a essayé et que si c'est pas possible, il y a des changements qui, après ça, dépassent le pouvoir des tribunaux, finalement, de la pratique sur le terrain. Mais en ce moment, on est comme on est entre les deux. À savoir, est-ce que ça peut fonctionner? On le sait pas. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Sans doute, mais principalement, une des raisons pourquoi on a ce mandat-là, puis corrige-moi si je me trompe, c'est parce que ça prend des moyens souvent pour le faire. Puis l'échantillon de personnes qu'on peut représenter va nous permettre, en tout cas, à petite échelle, d'évaluer si ces moyens-là sont réalistes pour les personnes victimes, parce qu'évidemment, ben on en parlait, mais en matière d'accès à la justice, il y a aussi le coût et des honoraires des avocats, non seulement des honoraires des avocats, mais dans certains dossiers, des honoraires des experts professionnels qui peut entrer en ligne de compte. Pour l'instant, on n'a pas de résultats nécessairement à communiquer à cet égard-là, mais on espère qu'il y aura certaines avancées qui vont être faites. Oui, c'est clair qu'un immense éléphant dans la pièce quand on parle d'accès à la justice au Québec, c'est l'accessibilité financière. Ça coûte vraiment cher. Pas en matière criminelle. Si on porte plainte à la police, mais on considère que les crimes, ce sont des méfaits envers toute la société. Alors, c'est l'État là, qui assume le coût des poursuites. Mais si on est en justice privée, en droit de la famille, en droit civil, ben c'est à nous, là, généralement, d'assumer le coût de notre poursuite. Si on est une victime de violence conjugale ou de violence sexuelle, puis qu'on veut poursuivre l'auteur de violence pour des dommages, donc pour recevoir des sous, même si on a $0, zéro revenu, bien, ce service-là n'est pas couvert par l'aide juridique. Alors c'est clair que nous, on travaille pour améliorer le droit, mais c'est une seule partie de la réponse. Et tant et aussi longtemps que la justice restera financièrement admissible, on a beau avoir le meilleur droit du monde, il y a plein de gens qui ne seront pas capables de le faire valoir. Là. On a parlé beaucoup de nos mandats en violence sexuelle, de l'accompagnement qu'on a offert, de la genèse 2017 à aujourd'hui, 5 ans plus tard. Entre tout ça, c'est initié nos mandats en violence conjugale également, qu'on avait en fait donc obtenus en 2019. Par le comité transpartisan, mais un mandat qui est devenu plus gros qu'on ne le pensait, en ce sens qu'on a eu la pandémie de la COVID-19 et tous les besoins juridiques qui ont été exacerbés pour les personnes victimes de violences conjugales. Puis Juripop avait les compétences, avait les connaissances, puis avait aussi la possibilité d'offrir un service pour les personnes survivantes qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le même mandat que tu viens d'expliquer, donc de laboratoire, d'innovation puis de documentation des obstacles d'accès à la justice. Mais spécifiquement, donc ça a commencé en 2017, tu nous racontais, c'est un article de journal qui est sorti, un message sur la boîte vocale. Puis, si on regarde en 2020 ce qui est arrivé, on n'est pas loin d'une histoire similaire à d'autres niveaux, évidemment, mais ça a commencé tout petit, puis c'est devenu beaucoup plus gros qu'on le pensait. Peux-tu nous mettre en contexte un peu? Donc, 2020, au mois de mars, on est vraiment au balbutiement de la pandémie, mais surtout des mesures de confinement sanitaire.
Et puis, les maisons d'hébergement pour personnes victimes. À l'époque, on pensait que mettre le nez dehors, on allait attraper la COVID et mourir. Là. Donc, on a dû mettre en place des protocoles de santé très, très stricts. Donc, il y avait des maisons d'hébergement qui avaient mis en place des protocoles qui faisaient en sorte que toute personne qui quittait la maison ne pouvait plus y revenir. Mm-hmm. Ce qui faisait en sorte qu'il y avait des mères qui étaient hébergées dans ces maisons-là qui, là, se posaient la question de savoir... si je respecte l'entente dont j'ai convenu avec mon ex-conjoint ou si je respecte le jugement, puis que je donne accès au père, aux enfants, bien là, mon enfant va sortir de la maison, il ne pourra plus y revenir. De la maison d'hébergement. De la maison d'hébergement. Est-ce que je suis tenue de respecter le jugement ou de respecter l'entente dont j'ai convenu avec mon ancien conjoint? Il y avait des personnes qui, sans être hébergées dans des maisons, étaient en séparation dans un contexte de violence conjugale. Le parent auteur de violence ne respectait pas les mesures sanitaires, ne croyait pas à la pandémie et donc mettait l'enfant en péril. Encore une fois, on se demandait si on était forcé de respecter les ententes sur la garde qui prévalaient avant la COVID, mais au vu des mesures sanitaires. Puis là, les réponses nous semblent évidentes aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'était comme tout était remis en question. Je dis que je racontais ton histoire parce qu'à l'époque, tu étais en congé de maternité, tu devais nous revenir à l'été. Puis, de mémoire, tu avais vu passer sur Instagram là, une maison d'hébergement qui posait ces questions-là. Puis, on s'est dit, il faut prendre la balle au bon. Chez Jurypop, on pratique le droit de la famille depuis une décennie. Donc, mettons en place rapidement une ligne d'information juridique spécialisée en droit de la famille et en violence conjugale qui permettra aux personnes victimes et aux alliés, là, aux intervenants, aux intervenantes, d'obtenir question à leur réponse juridique, à leur réponse à leurs questions déclenchées par la COVID-19. Donc, on a travaillé avec le CAEJ, avec SOS Violence conjugale, avec le regroupement des maisons d'hébergement, la Fédération. Donc, encore une fois, avec plusieurs partenaires. Le réseau des CAVAC, Côté Cour. C'est vrai, les réseaux des CAVAC, ouais, Côté Cour était avec nous aussi. Donc, on a lancé très rapidement la ligne, pensant que c'était une réponse à la crise de la COVID-19. Pensant que ça durerait 3 semaines. Oui, on pensait que la COVID allait durer 3 semaines, mais bon. Et puis, on a lancé la ligne, puis on avait mis en place on aime beaucoup les données, là, chez Jurypop, on avait un classeur Excel dans lequel on résumait par mots-clés les appels qu'on recevait, puis rapidement, quand on colligeait puis on analysait les données, on s'est rendu compte que le mot-clé COVID-19, il ne revenait pas si souvent que ça. Puis que les besoins, les questions des femmes victimes, des intervenants, dans le fond, dépassait le contexte sanitaire, puis concernait vraiment l'intersection de la violence conjugale et du droit de la famille. Parce qu'encore une fois, la violence conjugale a sa place dans le système de justice criminelle et pénale depuis des années. On faisait référence à Côté Cour tout à l'heure. Là, il y a des équipes spécialisées, il y a beaucoup d'intervenants puis d'avocats qui sont spécialisés en violence conjugale, mais surtout criminelle. Le droit de la famille, historiquement, a plus été dans l'angle mort de la réponse juridique à la violence conjugale. Donc, bref, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, puis on a maintenu cette ligne-là pendant plusieurs mois, puis elle n'a jamais dérougi, au contraire. Non, puis Ellie, en fait, si avec nos services en violence à caractère sexuel, cette ligne est aussi partie à la Commission des services juridiques parce que c'était un besoin criant. Puis, si on se fie à leurs données, donc aux données de Rebâtir qui sont connues, il y a plus de 75% des appels qui sont en matière de violence conjugale. Donc, c'était un besoin qui était criant lors du plus fort des 2 confinements. On recevait 12 à 15 appels en moyenne par jour. On était ouvert moins souvent, de moins longues heures que la ligne en violence, que les services en violence sexuelle. Mais on recevait 12 à 15 appels par jour qui concernaient majoritairement les 3 questions suivantes. Est-ce que j'ai le droit de quitter la relation violente? Est-ce que j'ai le droit de quitter et d'amener mes enfants? Et est-ce que j'ai le droit, en quittant, de ne pas dire où je m'en vais, c'est-à-dire je m'en vais me mettre en sécurité. Puis c'est impressionnant de voir que cette si simple question encourait une multitude
étude d'impact juridique sur la situation familiale de la personne qui appelait. Puis, ce sont été ces questions-là qui ont perduré tout au long de l'existence de la ligne. Puis, on a parlé des services en violence à caractère sexuel, de la vague, moi aussi, de juillet 2020. De notre côté, en violence conjugale, avec la ligne d'assistance, ça a été la vague de féminicide de 2021. Et on recevait à une ressource téléphonique 40 appels par jour pendant le plus fort de cette vague-là, donc janvier, février, mars et avril. C'était un service qui était plus que nécessaire, mais qui nous a permis de recueillir sur le terrain, en parlant directement aux personnes survivantes, leurs besoins. On entendait de quoi elles avaient besoin. On entendait justement ces obstacles d'accès à la justice-là, quels étaient les écueils, quels étaient les ratés auxquels qu'elles avaient dû subir finalement, puis est-ce qu'il y avait de meilleures pratiques ou est-ce qu'il y avait une meilleure manière de répondre à leurs besoins. Puis c'est comme ça qu'on a pensé à offrir un service de représentation différent qui était à l'intersection du psychosocial et du juridique, donc avec la présence d'une intervenante pour orienter le travail des avocats, finalement, pas nécessairement une intervenante pour les personnes requérantes, donc les personnes que Juripop représentait, mais vraiment pour s'assurer à toutes les étapes, finalement, que le conseil juridique, que la stratégie juridique correspond aux besoins de la personne survivante. Puis c'est dans cette optique-là que nos mandats de laboratoire aussi sont nés, parce que c'était des services qu'on offrait déjà chez Juripop. Ça a été... quand on fait le résumé comme ça a été quand même beaucoup de travail dans les 5 dernières années. Puis je t'écoutais parler de la ligne en violence conjugale, puis il faut savoir que ça, c'est comme une idée imprévue qu'on avait eue qui était je vais le dire, pendant que j'allaitais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas prévu dans le projet pilote, alors qu'on avait très peu de ressources. On n'a jamais fait de publicité pour cette ligne-là. Elle était connue de nos partenaires sur le terrain. C'était principalement SOS Violence conjugale qui nous référait, mais vraiment, on ne suffisait pas à la tâche. Les besoins étaient immenses. C'est entre autres pour ça que ça a été confié à la Commission des services juridiques. Le volume en matière de violence conjugale dépassait vraiment les ressources dont on disposait chez Juripop. Et ça faisait Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir à quel point une seule conversation pouvait avoir un impact rapide et efficace là, sur la situation et sur la sécurité des victimes, là, les mères et les enfants. Parce qu'en fait, le principe de la ligne, c'était 20 à 30 minutes gratuits d'informations juridiques pour la personne qui nous appelait, donc soit la personne survivante ou un allié, une intervenante. La prémisse, c'était, ce 30 minutes-là va offrir l'information nécessaire pour que la mise en sécurité, le fait d'aller se mettre en sécurité ou le choix, l'orientation qui va être pris tiennent compte de la situation spécifique. Puis c'était vraiment, c'est ce sur quoi on avait mis principalement le doigt. Il y a un enjeu lors de la prise de décision, l'orientation, parce qu'on ne tient pas compte nécessairement du contexte spécifique. Puis c'est l'angle mort du droit de la famille dont tu parlais. Puis celui dans lequel on se plonge chez Juripop depuis bientôt 2 ans en matière de violence conjugale. Comment on fait pour que le système de justice civile en matière familiale mette le doigt sur cet angle mort-là, puis sur la question de la violence conjugale. Donc, on recevait heureusement 40 appels, mais qui ne duraient pas des heures et des heures non plus, mais qui, par ailleurs, ont permis à plusieurs personnes là, on le sait parce qu'on a reçu certains témoignages vraiment positifs, de prendre des décisions puis des orientations complètement différentes quant à leur parcours. Puis aujourd'hui, ça nous amène en fait à avoir acquis, on a fait des choses en 5 ans, mais avoir acquis une expertise terrain, juridique, mais à l'intersection quand même de l'intervention psychosociale qui nous permet de se positionner comme des acteurs importants, finalement, du mouvement, du changement systémique qui est en train de s'opérer en matière de justice, là, tant pour les personnes victimes de violences à caractère sexuel que les personnes victimes de violences conjugales. Oui, absolument. Je pense qu'on a été super privilégiés de pouvoir jouer ce rôle-là. Puis je pense que, tu sais, pour
avant de conclure la conversation, par ailleurs, c'est aussi important de reconnaître les limites de ce que le droit peut apporter en tout cas, le droit tel qu'il est construit aujourd'hui, là, aux besoins des personnes victimes et des survivantes. Un besoin, en fait, on parlait de la vague de dénonciation un petit peu plus tôt, une question qu'on recevait énormément. Les gens nous appelaient puis nous disaient, moi, mon agresseur, là, c'est mon ex, ou c'est mon ami, ou c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon voisin, c'est mon collègue. Je l'aime, cette personne-là, ou du moins, je ne lui veux pas de mal. Je veux pas qu'il se retrouve derrière les barreaux, je veux pas qu'il fasse de la prison, mais je veux qu'il comprenne qu'il m'a fait du mal, puis ce qu'il a fait, c'était pas correct, que ça continue de m'affecter aujourd'hui. Je veux qu'il reconnaisse ça, c'est ça, ma souffrance. Je veux qu'il s'excuse puis qu'il s'engage à ne plus recommencer. Donc, vraiment, plus un besoin d'être entendu, de réparation, de reconnaissance. Puis malheureusement, aujourd'hui, le système de justice n'offre pas de réponse à ce besoin-là. Puis moi, je suis convaincue que tant et aussi longtemps que la justice va ignorer le besoin de réparation des personnes victimes et des survivantes, des vagues de dénonciation, on va continuer d'en avoir. Parce que même, c'est clair là, que les tribunaux spécialisés, c'est un pas dans la bonne direction. Ça va améliorer l'expérience des personnes dans le système de justice. Mais même Mais ça répare pas nécessairement. Ça répare pas. Puis même un contre-interrogatoire, là, même mené de la manière la plus éthique, la plus responsable, la plus sensible du monde, ça va demeurer un exercice fondamentalement retraumatisant et sans doute violent parce que on doit répéter notre histoire et en plus se faire contre-interroger, se faire contredire. Alors, tout ça pour dire que je pense que le droit a définitivement des limites. Nous, chez Jury Pop, on sait que notre carré de sable, c'est le droit, puis on essaie vraiment de faire du mieux qu'on peut à l'intérieur de ça, mais il faut qu'on continue à être créatif et critique dans notre manière de réfléchir là, aux réponses juridiques à ces besoins-là, parce que sinon, c'est ça, on n'est pas sorti du bois. On voit un peu de lumière au bout de la forêt, mais on n'est pas sorti du bois encore. Sophie Gagnon, merci beaucoup pour cette conversation. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner dans notre histoire collective Jury Pop, puis de voir que finalement, on a grandi dans les 5 dernières années. Oui, c'est clair, on en fait du chemin, puis c'est moi aussi, c'est vraiment un privilège de retourner dans ces souvenirs-là. Puis j'espère que ça en inspirera quelques-unes aussi à poursuivre leur implication comme juriste en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice des personnes victimes et des survivantes. Puis des fois, un petit 20 minutes, un petit 20 minutes à offrir nos connaissances juridiques, ça peut vraiment tout changer. Merci encore. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de Jury Pop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.